Alors entrons tout de suite dans le vif du sujet. Déjà, on va s'attacher à dépeindre le schéma global de la répartition de votre capital, c'est-à-dire quel pourcentage de votre capital global vous allez dédier à chaque case, à chaque investissement ou épargne. La première partie, c'est l'épargne de précaution, c'est-à-dire votre filet de sécurité. Des liquidités qui doivent être disponibles quasi instantanément pour pouvoir faire face aux problèmes de la vie. Ça peut être acheter une voiture en urgence, faire des travaux urgents, faire face à des frais hospitaliers qui n'étaient pas prévus. En tout cas, cet argent, il va vous rapporter peu, c'est sûr, puisque le but, c'est que soit vous le laissez sur votre compte courant, mais ce n'est pas la meilleure des options. En revanche, il sera effectivement mobilisable instantanément. Soit vous le mettez sur un livret A, et on parlera des différentes rémunérations. Le livret A ou un autre livret d'épargne. En tout cas, facilement mobilisable. Et il y a aussi l'option assurance vie en fonds euros, mais ça, c'est un petit peu plus à débattre, puisque ça nécessite de casser cette espèce de contrat d'assurance vie qui vous développe des avantages fiscaux au bout de 8 ans normalement. En effet, si vous le mettez sur des fonds euros, en fait, l'assurance vie ne risque pas de perdre de la valeur. C'est un capital qui est à peu près garanti. La première partie, c'est l'épargne de précaution, c'est-à-dire votre filet de sécurité, c'est-à-dire les liquidités qui vont être rapidement disponibles pour vous permettre de faire face à des coups durs de la vie ou des projets urgents. Ça peut être une voiture, l'achat d'une voiture, des travaux urgents, des frais hospitaliers qui n'étaient pas prévus. En tout cas, il faut que ce soit de l'argent facilement et rapidement mobilisable. Donc, soit vous le laissez sur votre compte courant, soit vous le mettez sur un compte rémunéré. Au moins, ça ne vous rapportera pas zéro, puisqu'au final, on reverra les différents pourcentages de rémunération, mais avec l'inflation, le bilan, c'est que sur cette part de liquidité-là, vous allez perdre de l'argent à la fin de l'année. Le but, c'est vraiment d'avoir de l'argent qui est facilement mobilisable. Combien faut-il mettre de côté ? Eh bien, ça dépend des gens. Les chiffres que j'ai retrouvés le plus souvent, c'est l'équivalent de 3 mois de salaire, mais franchement, ça repose sur pas grand-chose. Ça dépend un peu de votre train de vie, si vous avez une famille derrière vous à gérer ou pas. Et donc, à adapter. Mais je vous donne ce chiffre, ça peut vous donner une bonne valeur de référence. La deuxième partie, c'est la partie assurance vie avec fonds euros. La partie en fonds euros, en fait, c'est un capital qui est garanti, ce sont des obligations, donc le risque est minime et donc vous allez percevoir un rendement qui est de 1% en général et vous bénéficiez d'avantages fiscaux au bout de 8 ans. Bon, ce qui en fait qu'en revanche, c'est de l'épargne qui est moins mobilisable. Après, vous pouvez toujours casser votre contrat d'assurance vie, mais théoriquement, c'est fait pour rester dormant pendant au moins une période de 8 ans. Donc, c'est un investissement à moyen terme déjà. Une fois que ce socle solide est constitué, et il peut aussi comprendre l'achat ou la location de votre résidence principale, vous pouvez vous lancer dans des investissements un peu plus diversifiés et risqués. L'idée, c'est de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. La diversification, c'est capital. Donc, pour ce qui est de l'assurance vie, eh bien, c'est la deuxième branche. Donc, on a parlé tout à l'heure des fonds en euros et là, on va parler des unités de compte. L'idée, c'est que soit vous investissez seul, soit vous déléguez cet investissement à un gestionnaire de fonds qui va investir pour vous après avoir défini votre profil de risque. Et plus vous prenez de risques, plus vos bénéfices, mais aussi vos pertes évidemment, peuvent être élevés. Une autre façon d'investir dans des fonds en bourse, eh bien, c'est via le plan épargne action.
le PEA ou via des comptes titres. Alors en France, on a la chance d'avoir accès au PEA. Je vous en reparlerai bien plus en détail parce que ça peut être un petit peu compliqué quand on est novice. L'idée en tout cas, c'est que vous allez bénéficier au bout de 5 ans d'avantages fiscaux. Donc l'idée, c'est de l'ouvrir le plus tôt possible, même si vous n'investissez pas dessus, pour prendre date. Et qu'au bout de 5 ans, vous puissiez bénéficier de ces avantages. Il y a aussi l'immobilier, évidemment. Et là, je parle d'immobilier au sens d'investissement, c'est-à-dire que je ne parle plus de l'achat ou de la location de votre résidence principale. Vous pouvez utiliser, si vous en avez déjà un plan d'épargne logement pour vous aider à financer ce bien immobilier. C'est en revanche quelque chose de lourd sur le plan administratif d'investir dans l'immobilier. Le plus rentable, ça reste d'acheter un immeuble et pourquoi pas de le diviser en différents logements pour la location. La location meublée est un très bon moyen d'investir et vous pouvez éventuellement déléguer ça à une entreprise privée si vraiment vous ne voulez pas vous en occuper. Et en dernier lieu, on arrive dans la partie des investissements qui certes sont beaucoup plus tendance et beaucoup plus divertissants, mais qui ne doivent pas constituer à mon sens plus de 10% de votre capital. Là-dedans, on peut parler des crypto-monnaies, du crowdfunding, de l'investissement dans du vin, dans des montres, dans des paris sportifs. Vous pouvez vous perfectionner dans un domaine en particulier. Et tout ça vous permettra d'avoir des revenus qui vont être très labiles, hein, les cours de tous ces... Le vin notamment, c'est très difficile. Les crypto-monnaies, les cours sont extrêmement labiles. Bref, c'est plutôt pour votre divertissement et surtout diversifier. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier.